Sten, vous êtes président de Dassault Aviation, de Dassault Systèmes. Vous vous êtes très attaché au maintien de la compétence. J'imagine que vous pensez aux laboratoires de recherche qui sont chez Dassault et qui vous permettent d'innover sur le plan technologique, comme l'a été notamment le Rafale, puis les drones aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Pour le maintien des compétences, c'est un sujet simple. Prenez votre micro, je pense que ce sera meilleur. Pour le maintien des compétences, c'est un sujet à la fois simple et compliqué. Aujourd'hui, nous avons un bureau d'études, et quand je dis Dassault, c'est pas seulement Dassault, c'est l'ensemble de l'industrie aéronautique de combat. Nous avons des bureaux d'études qui ont la chance d'avoir fait toutes les générations d'avions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à développer des avions à des coûts sans commune mesure avec les coûts qu'ont nos concurrents ou partenaires éventuels. Bien. Cette expérience, elle s'est transmise de génération en génération. Là, je vous coupe, là, mais on dit parfois que le Rafale est trop cher. Alors... Oui, mais attendez, ça, on y reviendra. Je répondrai à cette question. Je répondrai à cette question. Et donc, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la prochaine génération d'avions de combat est une génération qui prendra naissance dans une vingtaine d'années, probablement 20-25 ans. Bien. Et si nous, comme il n'y aura pas de programme d'ici là, si nous n'avons pas des programmes beaucoup plus légers, pas d'avions complets, entre autres les drones, c'est-à-dire aujourd'hui comment peut-on faire vivre le bureau d'études dans ses spécifications militaires, ses spécificités militaires, parce que tout ce qui est dual, on le fait vivre par les avions d'affaires, les avions civils. Mais dans ses spécificités militaires, on le fait vivre par les évolutions du Rafale, car il évolue en permanence, il est mis à jour en permanence. Il évolue également par les modifications qu'on apporte sur les avions existants dans les flottes. Il évoluera par l'exportation et il y avait les drones, et il y a les drones comme un des moyens de maintenir les compétences de nos bureaux d'études. Car si les compétences de ces bureaux d'études qui sont transmises depuis en gros 70 ans ne trouvaient pas de relais par des programmes de recherche, d'études ou par des programmes nouveaux, il y aurait progressivement une disparition de toutes les spécificités militaires. Et je dirais que ça présenterait deux inconvénients. D'abord, c'est la mise à jour du Rafale qui va rester dans les forces. Alors, encore dans les on va y revenir sur la Rafale. Mais Jean Guinel, je pense que le maintien de la compétence, ça vise aussi les commandes publiques pour Dassault qui ne sont pas toujours évidentes. Oui, c'est-à-dire quand on entend le ministre tout à l'heure dire qu'il va falloir participer à l'effort de imposé à l'ensemble du pays au plan économique, vous devez vous dire que certaines des commandes jusqu'à présent garanties par l'État vont être remises en cause. Enfin, je me dis, vous devez l'anticiper d'une manière ou d'une autre. Oui, sauf que, si vous voulez, sur le plan de la production pure du Rafale, nous sommes déjà à la cadence de 1 avion par mois. Vous voyez, ça devient une cadence anecdotique. Sur le plan industriel, si on descend en dessous de ça, c'est pas moi qui ne saurais plus faire, ce sont tous nos équipementiers qui, s'ils doivent produire moins d'un avion par mois, vont déclarer forfait. Certains vont déclarer forfait. Bien. Et donc, avec des problèmes de production et de qualité de production. Ce qui est prévu, c'est que s'il y a exportation, ce que nous espérons, et je dirais qu'il y a des choses qui se présentent plutôt bien, il y a la possibilité de diminuer les cadences nationales en fonction des avions qui seront commandés par l'export, et ce qui permettra de maintenir le minimum d'une cadence d'avion par mois. Bien. Voilà ce qu'on peut dire. Quelles sont vos perspectives d'ailleurs à l'export? On a eu l'Inde, c'était des mirages au départ, mais ça peut se transformer en Rafale. Ah non, c'est pas un mirage. Non, écoutez, l'Inde a un besoin. L'Inde, nous fournissons l'Inde depuis 1953. Donc c'est un pays que nous connaissons, c'est un pays qui nous connaît bien et qui nous fait confiance. Et les négociations sont actuellement en cours et les Indiens, là, ont un véritable besoin car ils ont à leurs frontières des amis qui leur paraissent potentiellement dangereux, quoi. Bien. Donc, je pense que l'Inde a une grande probabilité de se réaliser. Alors, ils ont la spécialité de mettre très très longtemps à prendre leurs décisions. Alors, et apparemment, là ils ont déjà introduit un petit délai dans la décision. Non. Alors, attendez. Les Indiens avaient effectivement
effectivement la spécialité de faire durer les contrats sur les signatures décennies, de contrats, parfois. Les décisions de contrat sur une très longue période. Le dernier grand contrat qu'ils aient signé a mis 22 ans entre l'appel d'offres et la signature de contrat. Bien. Là, sur le MMRCA, qui est le programme sur lequel nous discutons, il y a une accélération importante de la part des Indiens. Nos gens sont sur le pont, les équipes indiennes sont sur le pont en ce moment, et ils veulent aller très vite, contrairement à leur pratique antérieure. Donc je pense que ça peut se faire dans quelques mois. Il n'y a pas eu de retard. Car la presse fait part de décisions à la fin du mois dernier, etc. C'est un contrat d'une telle importance. Je vous signale que c'est un contrat de 126 avions fermes, plus 63 en option, et vraisemblablement les Indiens auront des besoins supérieurs à ça, ce qui veut dire que c'est parti pour des productions d'une trentaine d'années sur l'Inde. Bien. Donc ceci ne peut pas se négocier, car c'est un contrat probablement l'un des plus complexes qu'on ait jamais négocié. Donc c'est un contrat qui demande quand même un certain temps pour arriver à le mettre au point. Vous deviez me répondre sur le coût du Rafale. Alors, sur le coût du Rafale. Et puis parlez-nous aussi peut-être du Brésil. Est-ce que vous n'avez plus d'espoir? Et puis je voudrais aussi que vous me répondiez sur la création de la War Room qui avait été à l'initiative du président Sarkozy après l'échec du Maroc. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Bien. Alors parlons d'abord du prix du Rafale. Alors le prix du Rafale, c'est effectivement un argument que j'ai entendu maintes fois. Mais en réalité, quel était mon problème de prix? C'est que nous sommes en concurrence avec les Américains qui ont essentiellement un coût entièrement en dollars. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la parité euro-dollar, jusqu'à ces derniers mois, était de 1,45. C'est-à-dire que nous avions un handicap uniquement pour des raisons de parité monétaire, car le Rafale est entièrement produit en euros, donc mes coûts sont entièrement en euros, qui était de 45%. Depuis quelque temps, nous sommes aujourd'hui aux alentours de 25%, donc on a gagné 20 points. C'est pas encore parfait. Mais alors quand je regarde maintenant, parce que ça, on explique que ça ne marche pas parce que c'est le prix du Rafale. Quand je regarde maintenant l'évolution du développement de l'avion de combat actuel, le JSF ou le F-35, si vous voulez. Je regarde entre le moment du lancement et le coût actuel, ils sont à 128 000 coûts budgétaires. Ils sont exactement au même prix que le Rafale. Et je peux vous dire que ce prix changera. Car ils ne sont qu'au début de leur problème. Ils le disent eux-mêmes. Et ce contrat s'appelle maintenant le Trillion Programme. Donc vous voyez, nous n'avons pas à avoir de complexe, surtout avec les quantités qui sont dans le rapport de 1 à 9 ou 10 entre eux et nous. Nos prix sont comparables. Rapidement, pour finir sur la War Room, utile ou pas? Je dirais que c'est un problème d'organisation. Pendant la présidence précédente, l'Élysée avait concentré l'ensemble des sujets de la grande exportation de défense. Donc, d'où la nécessité d'une War Room. Bon, et c'était à l'Élysée que se discutaient les grands contrats export. Bien. Si l'organisation qui a été mise en place par le président Hollande perdure, ce que je pense, le président Hollande a décidé que le centre de l'exportation et tout ce qui concerne la défense serait chez le ministre de la Défense, c'est-à-dire M. Le Drian. C'est une autre organisation, moi qui me va très bien. Le tout, c'est qu'on me donne le mode d'emploi. D'accord. Dernière question, Jean, rapidement. Eh bien sûr, parler des drones. On sent qu'il y a une décision qui est en train de se préparer, qui pourrait remettre en cause certains choix précédents, qui pourraient vous pénaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, si vous voulez, c'est la chose suivante. Les drones, c'est pas pour le chiffre d'affaires que je cherche à rentrer dans les drones. C'est pour le maintien des compétences de mes bureaux d'études. Et la vraie question que je pose à tout nouveau gouvernement, et que j'aurai l'occasion de... Je l'ai posé déjà à M. Le Drian, mais je me le ferai confirmer par le président de la République. Est-ce qu'on veut maintenir cette capacité d'avion de combat en France et en Europe? Car je vous signale que même sur l'Eurofighter, vous voyez, dont la France s'est retirée, pas nous, même sur l'Eurofighter, nous étions battus pour avoir la maîtrise d'œuvre du programme et tous les partenaires de l'Eurofighter l'avaient accepté. Ce qui veut dire que la France joue quand même un rôle, et notre société joue un rôle important en matière d'avion de combat. Et il va falloir que le politique me confirme qu'il veut maintenir cette capacité de combat, d'avion de combat. Sinon, il faudra acheter américain. Alors les drones, le rôle des drones, c'est une des briques
pour maintenir les compétences de mes bureaux d'études et une des briques qui va faire évoluer les compétences de nos bureaux d'études. Alors il y a aujourd'hui un débat entre drones, d'abord franco-anglais. Il y en a un qui est lancé, les pré-études, les pré-études sont lancées. C'est le futur avion de combat, mais c'est à horizon de 25 ans. Le deuxième, le MAL, c'est-à-dire moyenne altitude, longue endurance, celui-là n'est pas décidé. Et donc, nous avons fait une proposition avec notre collègue BAE System pour faire un MAL ensemble. Et puis, comme il y avait un besoin capacitaire, nous avons proposé, sur une plateforme israélienne, de franciser cette plateforme. En face de ça, il y a un débat de choix par rapport à une plateforme américaine, le Reaper. Et mon sentiment, c'est que quand on va découvrir ce qu'est le Reaper, non pas ce qu'est le Reaper, mais la capacité de ce qu'on peut faire avec le Reaper, car l'exigence française, en tout cas celle qui m'a été dictée, c'était de franciser la plateforme israélienne. Et la franciser, il y avait sans question, sans modification à apporter. Alors, certes, il y en aura un bon nombre qui seront éliminés, mais il y avait un grand nombre de modifications à apporter. Or, ma conviction, et je viens d'en parler ce matin avec mon camarade de chez BAE System, c'est que les Américains ne donneront pas les internes du Reaper pour qu'on puisse faire la modification pour le franciser. Bon, nous suivrons ça avec intérêt. Merci Charles Eldenstein. Qui vous remercie. Et nous passons maintenant à Patricia Adam, qui est présidente de la commission de défense de l'Assemblée. Ouais.